La pensée en arborescence. Ça me fait penser à cette fois où j'étais au restaurant. Non, pas au restaurant, dans ma voiture. J'attendais quelqu'un qui ne venait pas. Non, je me trompe. En fait, ça me rappelle plutôt cette sensation quand vous êtes entouré de gens et que vous vous sentez seul. Non, c'est pas encore ça. Tiens, j'ai une image bizarre dans la tête qui me vient. Mon chat. Pourquoi mon chat? Il fait des trucs qui semblent complètement absurdes. Il s'arrête devant un mur, fixe un point invisible, puis file dans la cuisine. Quel rapport avec l'arborescence? Eh bien, ce chat, c'est exactement ça, la pensée en arborescence. Il suit une logique invisible, il explore selon des connexions qu'on ne voit pas. Voilà. La pensée en arborescence, c'est pas de la dispersion, c'est de l'exploitation selon une logique secrète. Notre cerveau suit des pistes invisibles avant de trouver. Le cerveau savait déjà tout ça. Il fallait juste qu'on laisse divaguer pour le comprendre. C'est une forme d'intelligence, faire confiance aux effervescences de nos pensées. Elles connaissent des choses que nous ignorons posséder. J'ai découvert depuis longtemps que mon cerveau ne fonctionne pas comme la majorité des gens. Mais la première fois que ça m'a réellement percuté, c'est quand mon premier boss dans la mode m'a dit « On arrête tout là. Vous partez dans tous les sens. » Il parlait d'une collection d'accessoires à rendre. Moi, j'avais commencé par analyser le produit déjà existant. Ça me faisait penser à mon enfance, puis à une scène de film, puis à une technique de photo qui était utilisée dans les années 40, puis à une conversation avec un client japonais qui m'avait raconté le rapport ancestral au minimalisme, etc., etc., etc. Pour moi, tout était lié. Pour lui, c'était incohérent. Ce jour-là, j'ai compris qu'est-ce que c'était de penser en arborescence, même si je n'avais pas encore mis de mots dessus. J'ai compris que mon cerveau fonctionnait comme ce chat. Il suit une logique invisible, explore selon des connexions que les autres ne voient pas. Si vous vous reconnaissez dans ça, vous savez de quoi je parle. Cette sensation de savoir qu'il y a une raison dans votre logique, mais d'être totalement incompris par les autres. Michel Foucault, dans les années 60, appelait ça l'autre raison. Non pas une absence de raison, mais une forme différente de rapport au monde que la société refusait de reconnaître. Cette approche s'inscrivait dans sa réflexion plus large sur le mécanisme du pouvoir et de l'exclusion, et sur les façons dont les sociétés construisent leurs normes en définissant ce qui est acceptable ou non. Concrètement, voici ce qui se passe. On démarre sur une idée, disons une chaise. Immédiatement, 3 neurones s'allument. La chaise de la cuisine, celle du bureau, puis ça explose. Le bois, l'ébénisterie, l'odeur de la sciure, le prof de menuiserie au lycée, ses mains abîmées, la cicatrice sur le pouce, le sang, la peur du sang, l'évanouissement chez le dentiste. En moins de 7 secondes, on est passé de chaise à dentiste. Le corps, lui, suit cette dispersion. Les yeux sautent d'un point à un autre, la respiration s'accélère, les mains griffonnent, on ne tient plus sur place. On a cette sensation permanente d'avoir 10 onglets ouverts dans la tête. Chaque idée reste active en arrière-plan pendant qu'on explore une nouvelle. Contrairement aux penseurs linéaires qui ferment une idée avant d'ouvrir la suivante, on garde tout ouvert simultanément. Le problème, c'est la vitesse. Notre pensée va plus vite que notre bouche. On commence une phrase sur les chaises, le cerveau a déjà fait le chemin jusqu'au dentiste, et on termine sur la peur du sang. Et c'est là que l'interlocuteur vous regarde bizarrement. Vous connaissez ça? Cette incompréhension dans le regard des autres? Cette façon de fonctionner fatigue d'une manière particulière. En fin de journée, on est épuisé mentalement. Maintenir 10 connexions actives simultanées, c'est du sport cérébral. Soudain, parfois, 2 branches se touchent. L'idée du fauteuil du grand-père rencontre celle du dentiste. Flash! Et si on crée un fauteuil de dentiste qui ressemble à un fauteuil de salon? Cette connexion crée une décharge physique, un frisson, une contraction. Notre corps sait qu'il vient de se passer quelque chose d'important. Avec un travail sur soi, on arrive à comprendre nos propres cheminements, à leur donner un sens et à l'expliquer différemment pour que les autres puissent nous suivre. La mémoire fonctionne pareil, pas en tiroir, en constellation. Un souvenir en déclenche 10 autres. On cherche le nom d'un acteur, on retrouve l'histoire de son ex, le restaurant où on l'avait rencontré et finalement l'acteur, parce qu'il ressemblait au serveur. Parfois, tout s'arrête d'un coup, comme un ordinateur qui plante.
Trop de connexions simultanées, le système sature. On reste là, vide, incapable de penser à quoi que ce soit. C'est le prix de l'arborescence. Et c'est souvent là qu'on commence à procrastiner. Parce que le cerveau sature, on reporte, on évite, on fuit dans des activités plus simples. Cette relation entre pensée arborescente et procrastination, j'en parlerai certainement dans un prochain atelier ou masterclass. Mais cette pensée chaotique trouve des solutions invisibles. Les innovations naissent du croisement entre un film et une conversation dans le métro. Sur ce chemin, j'ai aussi découvert quelque chose. Nos meilleurs projets créatifs naissent quand on arrête de lutter contre ce fonctionnement, quand on accepte que notre cerveau explore comme ce chat, apparemment sans logique, mais en réalité il suit des pistes invisibles. Cette exploration semble chaotique, révèle des connexions que la pensée droite ne voit pas. Elle trouve des solutions dans des recoins où personne ne va chercher. 40 ans de carrière créative dans des domaines différents m'ont appris que ces circuits d'exploration invisible sont nos meilleurs outils. Ils ne partent pas dans tous les sens, ils explorent tous les sens possibles, comme tous les chats qui montent au rideau. Cette pensée en arborescence, c'est fatigant, c'est déroutant pour les autres, mais c'est exactement ce qu'il nous faut pour créer ce que personne n'a encore imaginé. Ce qu'on a compris, c'est que le chat ne fait pas n'importe quoi, il suit une logique qu'on ne voit pas. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait avec les idées. On n'est pas les seuls à fonctionner comme ça. Voilà pour cette exploration de la pensée en arborescence. Si vous vous reconnaissez dans cette façon de penser, sachez que c'est un atout créatif précieux, même si le monde ne le comprend pas toujours. Laissez-moi ne serait-ce qu'une ligne en dessous pour me dire ce que vous en pensez ou comment vous le vivez. Et puis, à bientôt pour un nouvel éclairage.